Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une discussion, une présentation autour des règles d'or et des bonnes pratiques autour du TRS, le taux de rendement synthétique. Et on va s'intéresser plus particulièrement au recueil des données, à l'exploitation des données. Donc, bienvenue dans cette présentation. Donc, je vais me présenter puisque tout le monde connaît Christian. Je m'appelle Vincent Lambert. J'ai eu la chance d'avoir un parcours à la fois de responsable opérationnel dans une usine, hein, et puis après, j'ai fait 25 ans de conseil. Et depuis 6 ans, je suis directeur commercial et chef de projet de la société Solutions qui conçoit et commercialise des MES sur mesure. Quant à moi, je suis Christian Oman, ancien cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil. Avec Vincent, nous avons ça de particulier que pendant un temps, nous avons travaillé ensemble pour la même société et par ailleurs, nous avons cette similitude de parcours qui fait que nous avons d'abord été opérationnels en industrie avant de passer au conseil. Donc, ce que nous vous racontons, ce sont nos expériences propres et elles ne sont pas que théoriques, bien entendu. Une première chose, effectivement, et quelque chose qu'il faut vraiment tout de suite casser, parce que j'entends souvent sur le marché, oui, maintenant, on a des systèmes qui vous remontent tout ça, et le TRS se calcule tout seul. Ça ne, ça n'est pas vrai. L'intervention humaine est quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est bien l'intervention humaine qui va qualifier les défauts. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer les informations dont vous avez besoin pour venir exploiter les données du TMS. Plus précisément, Vincent, que font les systèmes automatisés? Qu'est-ce qu'ils récoltent comme données? Alors, ce qu'ils vont récolter, ce sont des données de temps. Et ça, c'est un vrai plus. Vous avez des données de temps qui sont fiables et vous avez l'ensemble des informations de contexte qui peuvent être récupérées. Mais le pourquoi, c'est l'opérateur qui va être capable de bien qualifier le pourquoi. Ouais. Si je reformule, en fait, la plupart de ces systèmes sont des espèces de super chronomètres. Donc, on a le moment de l'arrêt, on a la durée de l'arrêt, on peut avoir la date, etc., tout ce qui le système permet d'obtenir. Par contre, la raison de l'arrêt, il faut toujours encore que l'opérateur explique pourquoi ça s'est arrêté. Exactement. Et ça, vraiment, c'est important parce que aujourd'hui, les systèmes existants ne permettent pas de caractériser finement et de façon assurée les armes. Je me permets un rappel très important, hein, c'est que quand on est en présence d'un système qui associe donc une technologie et un humain, la performance de ce système est toujours fonction de l'humain. Je m'explique, vous mettez le meilleur de la technologie dans les mains de quelqu'un qui est inapte, qui n'a pas été formé correctement ou qui n'est pas motivé, voire même qui est dans un esprit de sabotage, le meilleur de la technologie vous donnera rien du tout. Donc, dans cette paire humain-technologie, c'est toujours l'humain qui va être le discriminant de la performance. Donc ça, c'est un élément important. Et les deux, finalement, convergent vers un ensemble à la fois de nécessités qui sont des facteurs critiques de succès. La première des choses, c'est qu'il faut informer ces humains qui sont vraiment très importants pour la performance de ce système. Il faut les informer du pourquoi, c'est-à-dire la cause. Pourquoi est-ce que l'on met en place de la mesure de TRS? En général, c'est pour faire de la récupération, c'est pour améliorer la performance, de la récupération de capacité. Et le pourquoi, en deux mots, c'est dans quel but, quelle est notre finalité, quel est notre objectif. En général, si on veut récupérer de la capacité ou si on veut améliorer la performance, c'est évidemment pour un meilleur positionnement compétitif pour l'entreprise. Deuxième aspect très important, il faut former le personnel, et là former au sens large, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien expliquer les principes du TRS, les constituants du TRS. Ensuite, il faut former à la solution, comment on récupère ces défauts, la cause des défauts et qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis, il faut
motiver ces personnels au quotidien, puisqu'ils vont peut-être avoir un intérêt la première fois qu'on va les mettre face à ce système, mais vont peut-être perdre l'intérêt rapidement. Donc, il faut s'assurer que ce soit en permanence bien rempli, bien piloté. Et il est important d'embarquer et d'associer ces personnels, notamment en les associant aussi à l'exploitation du TRS, aux actions qui vont être menées pour améliorer la performance, pour qu'ils voient aussi comment se matérialise ce à quoi ils contribuent, non seulement la récolte des données, mais également toutes les informations annexes et les efforts d'amélioration. Ce sont des éléments qu'il faut intégrer, y compris dans les systèmes automatisés. C'est-à-dire que si vous avez un système qui débarque comme ça, eh bien, vous avez du mal à les faire, à faire que le terrain se les approprie. Donc, il y a vraiment un accompagnement de la mise en place des outils qui est vraiment important. Ouais. Donc ces 4 points qui sont des nécessités, c'est aussi bien si on est sur une formule papier-crayon, si on est sur du tableur Excel ou sur des applications spécialisées. Et puis il y a autre chose qui est très, à mon sens, franco-français, c'est cette peur de se faire fliquer, qui est un peu absurde à mon sens. Ce que l'on souhaite faire, c'est de la mesure pour l'amélioration, et on en reparlera. Et c'est pas de faire des systèmes d'auto-évaluation ou d'évaluation des individus. On est bien là pour regarder la performance du système et non pas de l'homme qui est en train de travailler. Et je crois que c'est vraiment un truc une donnée de fond. Hein, les individus font au mieux dans le système qu'on les a placés. Ouais. Et une dernière mauvaise nouvelle pour les managers, s'ils pensaient pouvoir se décharger de la partie management sur un système automatisé, manque le bol, à cause de ce rappel super important, que le discriminant restera l'humain. Eh bien non, si vous ne motivez pas vos humains, si vous ne les managez pas, la technologie sera probablement très insuffisante et ne peut se substituer au management. Voilà, c'était la mauvaise nouvelle pour les managers. Nous avons des règles d'or en matière de collecte de données. Et oui, c'est important. Aujourd'hui, c'est un des avantages des systèmes justement dits automatiques de calcul de TRS, c'est que ça permet d'appliquer une des règles d'or qui est de réduire au maximum les relevés, les entrées de données manuelles. Il faut aujourd'hui, euh, quand on a une information qui est quelque part dans un système, on a du mal à comprendre qu'il faille la recopier ailleurs. Donc ça veut dire que la collecte des données lors de la collecte des données, les opérateurs doivent relever, euh, donc entrer dans les systèmes que ce qui n'existe pas déjà, qui est vraiment leur observation et leur véritable valeur ajoutée dans la chaîne de collecte du TRS. Hein. Ça veut dire que les documents où il faut relever le numéro de pièce alors qu'il a le numéro de pièce à côté, de relever l'heure alors que il y a déjà l'heure est connue, etc. C'est vraiment tout ça doit être réduit, voire complètement supprimé. Et c'est ça la force des systèmes digitaux pour les relevés de TRS. Absolument, parce que ces règles d'or s'appliquent aussi bien avec une formule papier-crayon, si on a un simple formulaire papier. Naturellement également si on fait ça sur une maquette qui peut être un tableur Excel, mais on se rend compte qu'il va être plus difficile effectivement de collationner le restant de ces informations qui pourtant sont présentes dans les systèmes. Donc il est vrai que là, les systèmes automatisés qui savent dialoguer avec d'autres systèmes qui sont à côté et qui contiennent ces informations, là, il y a une vraie plus-value pour ces applications spécialisées par rapport au papier-crayon, bien sûr, et par rapport à tout ce que l'on pourrait bricoler au sens noble avec des tableurs. Donc ça veut dire que ces règles d'or là permettent quoi? Ben, évite le découragement des opérateurs. C'est-à-dire que au début ils veulent bien ils veulent bien aider, mais à
dans le quotidien, à force, ça use. Et donc, il faut vraiment tout faire pour rendre simple la saisie. Et puis, surtout, moins de saisie, bah, c'est moins d'erreurs. Oui, absolument. Et on enchaîne avec des bonnes pratiques toujours pour des relevés de données. Alors, quel que soit le support, mais c'est vrai aussi pour les applications, il faut soigner les interfaces. Et là, corrige-moi Vincent si c'est pas vrai, mais à mon avis, on voit la qualité d'une application dans l'ergonomie et la qualité de son interface de saisie. Tout Si à elle est fait. bien pensée, ce sont des gens qui connaissent la réalité du terrain et qui vont vous éviter des listes déroulantes, qui vont faire au plus simple, etc. Il y a vraiment ce qu'on appelle l'interface homme-machine, j'allais dire, est quelque chose qu'il faut travailler. Hein, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des applications qui sont utilisées très régulièrement dans la journée. Et donc, ça veut dire que s'il y a le moindre petit, euh, petit anicroche, petit caillou dans la chaussure, eh bien, à la fin de la journée, ça fait mal, quoi. Donc, il y a vraiment un travail à faire d'écoute et d'amélioration. Et globalement, ce qu'on dit, c'est que il faut mettre en place une première interface, la tester et rentrer dans une démarche d'amélioration pour aller vraiment vers quelque chose qui soit sans aucun petit caillou dans la chaussure. Absolument. Parce que ce que l'on a pratiquement tous déjà expérimenté, c'est que la lassitude ou le manque de motivation font que les opérateurs peuvent avoir tendance à prendre comme cause celle la plus facilement accessible dans l'interface, alors que ce n'est peut-être pas la cause réelle, mais simplement ils vont au plus simple, au plus rapide, parce que soit ils en ont rien à faire de la véracité des données relevées, soit ils se disent je suis là pour produire des biens physiques et non pas de la donnée, et donc ils vont faire des raccourcis, et donc si on ne leur facilite pas la tâche au maximum au travers des interfaces soignées, j'insiste que ce soit du formulaire papier, de l'interface Excel ou de l'application spécialisée, si on ne leur facilite pas la vie, il y aura très certainement des dérives, d'autant plus si on ne prend pas garde à ces aspects. Le deuxième point important, c'est de standardiser les entrées, autrement dit la description des causes. Si chacun peut écrire à sa manière la cause d'un défaut, imaginez bien la succession des opérateurs, la succession des équipes, etc. Vous allez avoir pour des mêmes causes des libellés complètement différents. Et quand bien même on essaye d'avoir des standardisations, l'exemple le plus agaçant que l'on trouve lorsqu'on est obligé de nettoyer les données, c'est d'avoir des doubles espaces qu'on ne voit pas, et on a comme ça des causes multiples qui ne s'agrègent pas, simplement parce qu'il y a des doubles espaces qui traînent dans les descriptions, alors que si on standardise les entrées, et notamment on peut, le plus simple, c'est juste un bouton à pousser et on a déjà la cause qui est prêt à enregistrer, ça c'est le plus simple, on évite ce genre de désagrément. Et en regard de ça, évidemment, on veut d'abord réduire les opportunités de triche, et je mets triche entre guillemets parce qu'il y a la triche volontaire et puis il y a la triche involontaire. La triche involontaire, c'est on s'est trompé ou on a mal qualifié la cause, ou alors on a voulu faire vite, c'est pas exactement la cause, mais bon, on met ça parce que ça va plus vite. Et puis il y a les gens qui sont plus pervers, qui vont sciemment mettre des choses erronées. Soit pour embêter le management, ou alors encore parce que l'interface est faite de telle manière que c'est plus facile, et donc ils en ont rien à fiche de la véracité des choses, et donc là ce sont des tricheurs par facilité en quelque sorte. Et ce que l'on cherche à avoir, c'est évidemment avoir la meilleure des exhaustivités possibles, mais aussi la meilleure des pertinences lors des saisies, parce que ces données-là vont être la matière sur laquelle on va travailler pour améliorer les systèmes, et ça va favoriser l'exploitation de ces données. Une recommandation, c'est de quand même rester pragmatique. Donc, il y a ce mantra qui dit « soyez globalement juste que précisément faux », notamment lorsque l'on met en place les premières fois un suivi, un recueil de performance TRS.
De toute manière, on va plutôt s'intéresser aux têtes de Pareto, c'est-à-dire les causes les plus importantes. Et donc, si on est globalement juste, même si on a quelques pourcentages d'erreurs, c'est pas bien grave, on va quand même faire des progrès. Alors que si on a des relevés qui sont extrêmement précis, mais qui sont totalement à côté de la plaque, des causes mal qualifiées ou qui sont imaginaires, évidemment, ça ne va servir à rien. Elles vont être très précises sur les durées, mais elles ne vont pas décrire une réalité. Et puis finalement, une recommandation, c'est de rester évolutif. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de pouvoir conserver un historique, et ceci pour faire ce que j'appelle des études de chronique. Et un exemple qui m'est cher, c'est de pouvoir, par exemple, si on veut faire des études de corrélation, est-ce qu'il existe un phénomène du lundi lorsque les gens reviennent fatigués de leur week-end? Ou est-ce qu'il existe un phénomène du vendredi où les opérateurs peuvent être fatigués de leur semaine de travail? Est-ce que l'on a, en début de semaine ou en fin de semaine, des phénomènes particuliers qui se répètent? Ça peut aussi être le lundi, l'arrivée des intérimaires que l'on va former, qui sont peut-être pas encore au point, ou de débutants qui viennent pour la saison, peu importe. Eh bien, si on a un an d'historique sur les phénomènes hebdomadaires, on a une cinquantaine de points de mesure. Donc, si on ne conserve pas l'historique et que l'on n'a qu'une dizaine de points, évidemment, ce sera statistiquement moins représentatif que si on a une chronique plus longue. Donc, personnellement, je suis assez attaché à conserver l'historique, et quand bien même on fait évoluer les systèmes, c'est de bien conserver cette base pour pouvoir faire des comparaisons à rebours dans le temps. Vincent, que dit ton expérience L'expérience, c'est dire justement, c'est d'être capable, et c'est tout l'avantage des systèmes de saisie de données plutôt digitaux, c'est qu'on est capable d'enregistrer beaucoup d'informations de contexte. Hein, parce que quand on est sur papier crayon, on vient saisir les informations qu'on peut. L'avantage des systèmes digitaux, c'est qu'effectivement, ça vient enregistrer plein d'informations connexes, et ça permet a posteriori de venir refaire des analyses différentes en se disant, tiens, ce contexte-là, si je regarde par rapport à ce contexte, qu'est-ce que ça donne? Et ça, c'est une vraie nouveauté et quelque chose que permet ces systèmes digitaux. Absolument. Alors juste pour faire du teaser, parce que c'est pas l'objet de cet épisode-là, mais on peut penser à un épisode particulier qui explique comment, en connectant différents systèmes, on peut enrichir ces données. Je pense, par exemple, tu disais, Vincent, des éléments de contexte. Eh bien, si on sait récupérer des numéros de lots de matière, on peut peut-être aussi trouver que, tiens, c'est bizarre, on a toujours des problèmes avec des matières provenant de ce lot ou de tel fournisseur, et il y a comme ça des patterns, il y a des trames qui se répètent, il y a simplement parce que l'on voit, en enrichissant les données, des choses que le simple relevé classique du TRS ne nous dirait pas. Quelques autres considérations en matière de collecte de données TRS. Il y a un phénomène que notre longue expérience avec Vincent, on a vu plusieurs fois, c'est qu'on a quasiment du gain gratuit lorsqu'on met en place de la mesure. C'est vrai en matière de TRS, c'est vrai en matière de changement de série, c'est vrai en matière de plein d'autres choses. À partir du moment où vous mettez en place une mesure, il y a des comportements humains qui s'auto-corrigent, c'est-à-dire un certain nombre de choses qu'on se permettait de faire quand, évidemment, on ne pouvait pas le voir du point de vue managérial. Le fait de mettre en place une mesure, même quand les opérateurs ne savent pas précisément ce que l'on peut voir au travers de la mesure, néanmoins, ils s'auto-corrigent parce qu'ils savent très bien qu'ils prennent des raccourcis, qu'ils font des choses qui sont à la limite du mode opératoire. Et en général, on a cet effet de correction. Et rien qu'en mettant en place une mesure, on a déjà un premier gain. Difficile de juger quelle est cette part de gain. Alors, elle est certainement pas essentielle, hein, ça va pas faire des trentaines de pourcents, mais ça peut être quand même quelques points ramassés gratuitement, je dirais, hein, rien qu'en mettant en place la mesure. Tu as certainement ça me fait penser un peu à l'effet placebo, quoi. Absolument.
absolument. c'est un peu c'est un peu du même niveau et globalement, je l'ai, je l'ai confirmé en tant qu'opérationnel, je l'ai confirmé en faisant du conseil et en mettant en place nos solutions digitales. Et j'ai beau prévenir les managers en disant attention, ces outils ne sont que des outils. Le fait de les mettre en place fait qu'il y a quelques gains de TRS, de points de TRS. Et je leur dis, mais attention, attention, ça c'est un effet, c'est juste un effet. Le fond, hein, c'est votre posture managériale, justement. C'est vous qui allez utiliser le TRS pour mener des actions d'amélioration. Et c'est bien ça qui va mener l'amélioration du TRS. Hein. Et surtout, il y a quelque chose qui est important. Christian en a parlé, a évoqué au début. Hein. Le TRS est un outil et ça dépend de comment vous l'utilisez. C'est soit vous considérez que et le TRS est vraiment là-dessus sur le système, sur la performance du système et vous voulez agir sur les systèmes, ou bien vous dites bah, finalement le TRS c'est la performance de l'humain et donc je vais être en recherche de coupables et non pas de causes et d'amélioration. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment rédhibitoire. Hein. Et ça a des aspects surtout, y compris ce que disait Christian. Quand un manager dit je ne veux plus de retouches, eh ben vous avez plus de retouches. Alors vous avez plein d'autres choses d'ailleurs, mais vous avez plus de retouches. C'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai fait, je l'ai vécu en tant qu'opérationnel. J'étais tout content. Je suis allé voir mon chef en disant regardez, j'ai plus de retouches. Bon, lui, il était malin. Il m'a dit, oh, mais t'as vu ici ton inactivité, t'as vu ton truc. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, soyons, soyons vraiment sur la donnée et là pour éviter toute discussion. On est la donnée, c'est la donnée brute, c'est le fait. Hein, et maintenant, travaillons autour des faits. C'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le TRS, Christian en a un petit peu parlé déjà, hein, c'est une routine, ça doit rentrer dans les routines managériales, c'est l'animation autour du TRS qui va générer des idées, qui va générer des solutions, hein, qui va permettre de voir les problèmes et bien, une fois qu'on a vu le problème, on va l'analyser, trouver des solutions, les mettre en œuvre. Et ça, il faut bien déterminer qui anime le TRS, qui anime les analyses, parce que ça demande de la compétence, du temps et de l'organisation. Et ça se fait pas tout seul, ça se structure, ça s'organise. Et c'est quelque chose qui souvent est laissé en disant, bah, on va laisser les managers opérationnels se débrouiller avec ça. Non, il faut le structurer. Hein, c'est un travail d'équipe, multidisciplinaire, et c'est pas beaucoup. C'est juste, justement, pour être efficace, d'être organisé. Dernier point, et ça c'est une vraie nouveauté qui est un vrai, comme ils disent, game changer, comme ils disent, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez, même dans les environnements bruyants, avoir des annotations vocales. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que vous pouvez permettre à l'opérateur de parler plutôt que de taper ou d'écrire. Et donc, la fameuse case commentaire est toujours vide. Maintenant, quand vous la rendez orale, elle est beaucoup plus remplie. Hein. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important, c'est que ça permet à l'opérateur de décrire ce qui lui semble à lui important. Ça enregistre tout. Et aujourd'hui, vous avez des IA qui sont capables de catégoriser ces annotations vocales. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça veut dire que de l'information non structurée, vous en tirez par l'IA des informations structurées. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et ça arrive en ce moment. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé sur la partie, euh, je dirais, analyse des commentaires clientèle. Ça, plein de sociétés commencent à l'utiliser. Et nous, on commence à l'utiliser dans l'industrie pour permettre justement ces analyses-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre encore plus de venir capter de l'information fine et derrière de pouvoir mener des analyses plus fines.
Et alors c'est pour moi une très bonne nouvelle parce que a priori on pourrait penser qu'il y a un aspect gadget, mais pas du tout. En fait, un des principaux freins qui retenait beaucoup d'opérateurs, d'opératrices, c'est le fait de devoir s'exprimer par écrit. Donc il y avait ce frein par rapport à l'écriture, d'autant plus si elle était manuscrite. Donc il y avait aussi pour les exploitants de ces données la difficulté de pouvoir lire les différentes écritures, de s'en sortir avec des orthographes des fois un peu pas orthodoxes justement. Euh, J'aime bien l'idée aussi de donner des éléments de contexte. Je suppose que l'IA pourrait capturer que l'opérateur se fait une remarque à lui-même en disant tiens c'est marrant ça sent le brûlé si c'est capturé oui c'est un élément peut-être pertinent peut-être pas mais en tout cas c'est un élément qui peut être rajouté. Et effectivement, je trouve ça très intéressant. Et on mesure aussi le chemin parcouru entre papier-crayon, puis les APET où on avait des codes à barres, et puis maintenant il suffit de parler à la machine et puis elle en fait son affaire. C'est formidable. Alors, dernier point pour certaines industries, c'est qu'en plus, ces annotations vocales sont multilingues. Ouais. Alors Et effectivement, les analyses IA, du coup, sont des analyses IA multilingues. Et donc ça, quand on est dans des groupes qui ont ouais, des usines dans différents pays, ou quand on a une population qui est ce qu'elle est et qui est plus à l'aise avec sa langue natale que le français, ça leur permet de s'exprimer directement dans leur langue de façon simple, et l'IA assure, je dirais, le stockage et la traduction et la prise en compte de ce qui a été dit. Et ça, c'est aussi de l'ergonomie, de la facilité euh, pour l'opérateur. absolument. Donc bonne nouvelle. Et donc tu disais Vincent quand on a préparé l'émission que c'est déjà relativement mature comme Oui, technologie. tout à fait. On va voir ça, à ton avis, dans les applications spécifiques TRS, on va voir ça couramment à quel horizon? Nous sommes en 2025, hein, pour ceux qui nous Ah là regardent en maintenant, vidéo. c'est déjà opérationnel, hein. On C'est a fait déjà des POC, opérationnel? on a Ouais, déjà fait des POC là-dessus, c'est opérationnel. d'accord. Donc les offreurs, les uns après les autres, vont certainement intégrer ce genre de fonctionnalité. Alors, au terme de ce partage, de cet épisode avec les différents points que l'on voulait adresser, pour aller plus loin. Alors, Vincent, pour aller plus loin avec toi, comment peut-on faire? Ben, de façon, allez voir notre site internet, hein, solution.com, il y a tout un certain nombre d'informations. Et puis, sur ce site, vous y trouverez un moyen de pouvoir prendre directement rendez-vous dans mon agenda pour avoir une séance de questions-réponses ouverte et de découverte sur le terrain. D'accord. Donc, tu proposes d'abord par visio, je présume, ou par Oui, téléphone, tout et à puis fait. après, tu peux faire tout Je ce me que déplace. les prospects peuvent demander, c'est-à-dire un démonstrateur, un déplacement, etc. Et Oui, l'idée c'est d'abord d'avoir un échange en visio pour avoir une phase de découverte et puis après ensuite si effectivement ça a du sens et bien dans ce cas-là vérité du terrain, je vais sur le terrain avec vous pour voir et oui. là on discute face sur des choses concrètes. Hmm. D'accord. De mon côté, si vous souhaitez aller plus loin, donc vous avez mon site web, mes blogs, aussi bien en français qu'en anglais, et la chaîne YouTube. Sur tous ces médias, j'adresse des thématiques autour du TRS. Il y a également mes livres, donc vous pouvez découvrir tout ça dans le descriptif de cette vidéo sur ma chaîne et sur mes différents médias. Et donc, n'oubliez pas de mettre un pouce levé d'appréciation et d'encouragement à cet épisode si vous avez trouvé intérêt et valeur. Cela va nous permettre justement d'apprécier si vous avez trouvé intérêt et valeur et éventuellement de multiplier les épisodes sur un mode un peu plus dialogue et confrontation d'expériences avec Vincent, donc qui apporte aussi cet éclairage sur la partie technologique et pas uniquement sur la partie conceptuelle
méthodologiques, que ce soit TRS, et on a certainement encore plein d'autres choses à vous raconter sur des outils et méthodes de l'excellence opérationnelle. Vincent, merci beaucoup pour cet échange. Merci Christian, c'est un Et plaisir. donc, on va mesurer, nous également, l'intérêt de nos spectateurs et on agira en fonction des résultats. Merci à tout le monde. À bientôt sur nos différents médias.